monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Serra. Aujourd'hui, on vous explique un peu qu'est-ce que Serra. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre des soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site web serra.ca. Donc, avant de commencer, vous pouvez aussi vous abonner au podcast, soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Google Play. Si vous aimez nos épisodes, vous allez être les premiers à savoir quand il y a un nouvel épisode qui a été mis en ligne. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment content. On a réussi de trouver un moment avec mon ami Thibaut. Merci d'être là. Pour vrai, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Puis j'ai vraiment hâte qu'on aille cette discussion-là puis que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu fais avec Arrivage, anciennement Chef 514. Puis même tu pourras nous parler aussi de tout le parcours avant qu'il y a avec la transformerie. Pendant. Mais encore aujourd'hui. Ouais, encore aujourd'hui. C'est bon que tu te rappelles le Chef 514, c'est quasiment un vintage aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parfait. Fait que, comment ça va? Ben écoute, ça va bien, je suis content d'être là avec toi. Yeah, fait que, occupé pas mal ces temps-ci, il paraît. Ouais, l'été, la saison agricole est en plein boom, évidemment, et puis beaucoup d'agriculteurs cherchent à vendre leur stock, ce que je vais expliquer un peu plus tard, mais c'est le moment où on peut les aider le plus, là, à trouver une clientèle et puis faire arriver les produits dans nos assiettes. Ok, donc c'est ça. Donc surtout alimentation, produits agricoles, autant légumes que tu touches à tout, je pense. Tout ce qui se mange. Tout ce qui se mange puis qui pousse au Québec. Exactement, qui pousse ou qui se ramasse, qui se cueille, qui se pêche, qui se transforme aussi. Nice. Il y a une diversité incroyable qu'il faut arriver à faire arriver jusqu'à nous, en ville et pas que. D'ailleurs, en région aussi, souvent l'accessibilité à ces produits-là est pas évident. Donc, fait que c'est quoi, mettons, Arrivage, quand tu l'expliques à quelqu'un, c'est quoi ton moyen le plus concis pour l'expliquer? Le moyen le plus concis, c'est de trouver une porte pour les agriculteurs pour venir mettre leurs produits dans nos assiettes. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on leur construit des ponts avec les épiceries, les restaurants et on espère aussi les institutions prochainement. De façon à ce que quand on va à l'épicerie, quand on va au restaurant ou qu'on va à la cantine, on puisse avoir accès à des produits de producteurs de petite et moyenne taille, ce qui est rarement le cas aujourd'hui. C'est ça, parce que dans le fond, si vous existez, c'est quelque part, il y avait un problème sur lequel tu as mis le doigt, puis tu te dis, ça fonctionne pas, ça veut dire qu'il y avait un problème d'accessibilité aux produits du Québec, mettons. Oui, et le problème, il est en premier lieu très égocentrique au final. Si on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on peut trouver une bonne tomate, puis je pense qu'on a tous des références de bonnes tomates, pour prendre cet exemple-là, une bonne tomate que notre grand-mère nous donnait à goûter dans son jardin quand on était petit, elle n'existe plus dans notre accès à ce produit-là. On ne le trouve pas à l'épicerie. Évidemment, on voit des belles tomates bien rondes, bien rouges, mais qui ont malheureusement très peu de goût. Il faut aller au marché fermier, et encore, c'est pas tous les coups qu'on trouve une tomate artisanale, on l'appelle comme ça parce que c'est peut-être le mot qui la définit plus, artisanale, et c'est ce qui définit aussi ce qu'on crée aujourd'hui, c'est de redonner un accès à l'artisanat alimentaire, que ce soit des produits qu'on cultive ou que ce soit des produits qu'on transforme. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'industrie qui domine nos vies. Que ce soit évidemment dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans notre habillement, dans notre logement, ou peu importe les domaines de notre vie, que ce soit musical, esthétique, culturel. Mais ça arrive aussi dans notre alimentation. Tout ce qu'on trouve en face de nous, à l'épicerie, c'est quasiment que de l'industriel. Et la raison est simple en fait, c'est juste que on a tous voulu payer le prix le plus accessible pour pouvoir dépenser notre argent ailleurs, que ce soit dans la technologie, dans les vacances ou dans d'autres domaines. Mais en tirant vers le bas ces prix-là, on a oublié ce que c'était le goût, ce que c'était le plaisir de manger. Et puis c'est surtout que nos fournisseurs, que ce soit l'épicerie ou le restaurant, ont oublié ou n'ont plus eu accès rapidement à tous ces produits que nos grands-parents savaient trouver finalement quand nos grands-parents allaient faire leur épicerie au marché. Mais les restaurants à l'époque de nos grands-parents, qui allaient peut-être pas aussi souvent que nous, mais les épiceries à l'époque de nos parents, s'approvisionner localement. Aujourd'hui, le système industriel a tout optimisé de façon à ce qu'on fasse des économies d'échelle à tous les niveaux de la chaîne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait faire venir des palettes de partout dans le monde, mais on a oublié comment faire venir une caisse de tomates d'un agriculteur à 10 km. C'est vraiment intéressant, pareil, parce que tu sais, qu'est-ce que tu dis par rapport au fait que on veut payer moins cher nos produits pour être capable d'aller en vacances, mais c'est comme si quelque part, c'est rendu tellement comme intégré qu'on n'y pense même plus, tu sais, on conscientise même pas qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, puis cette mission-là qu'on se donne de payer le moins cher pour tout ce qu'on paye, pour nous laisser de la place pour autre chose, ce qui est tu sais, pour certaines personnes, j'imagine c'est correct aussi, tu sais, de vouloir payer moins cher. Certaines personnes ont cette nécessité-là d'aller en vacances, puis qui ne pourraient pas se le permettre si
s'ils payaient pas moins cher, mais est-ce que tu penses que genre on peut le faire quand même en achetant localement, genre puis tu sais comme peut-être acheter moins les trucs qui coûtent cher, mais quand même des trucs locaux qui vont produire des bons repas sains, équilibrés. Puis c'est une drôle de question, là, mais toutes les questions qui sont liées à notre alimentation et de l'injustice qu'il peut y avoir en arrière aussi, effectivement, on veut tous, le mot economicus veut optimiser son budget et faire le plus de choses possible avec, et puis pour la plupart, il y a des dépenses incompressibles, qui sont les logements évidemment, qui sont tout ce que notre aliment, que ce soit toute chose nécessaire dans notre vie. Il y a aussi toutes ces dépenses qu'on a préféré privilégier, comme nos iPhones, comme nos ordinateurs, comme je sais quelle autre sortie restaurant. Les voitures, ouais. Et donc on fait généralement c'est le compromis qui est fait sur l'alimentation, et puis on le voit dans les budgets, dans les études, c'est aujourd'hui moitié prix. Les Canadiens dépensent en moyenne 9% de leur budget dans l'alimentation, alors qu'il y a 50 ans on était plus autour de 20. Okay. Donc on a diminué par 2. Parce qu'il y a eu des économies d'échelle, parce qu'il y a eu des efficacités qui ont été trouvées à différents niveaux, mais le prix qu'on a payé pour ça, c'est l'industrialisation. Puis à quelque part, il y a certaines personnes qui ont vu ça comme un succès, j'imagine, le fait qu'on puisse se libérer de la terre là, pour travailler sur autre chose, parce qu'avant, ils dépensaient probablement plus pour l'alimentation, mais il y avait beaucoup de travail qui était fait relié à ça aussi, puis il y avait pas mal de plus de gens sur les terres qui devaient travailler puis mettre la main à la pâte, alors qu'aujourd'hui, tu sais, la majorité de la main d'œuvre maintenant est rendue dans la technologie puis dans d'autres services qui font évoluer la société vers d'autres problèmes qu'on considère plus importants, mais il y a des gens comme toi qui font comme hey, oui, genre, faut qu'on avance plus vite dans d'autres choses, mais on a encore des besoins de base qu'on peut regarder d'une façon nouvelle, mais en même temps de revenir à la base. Genre. Effectivement, il y a eu un cheminement là, et puis on le voit en temps de Covid, là, plus personne n'est prêt à aller travailler dans les champs, et puis on manque de main-d'œuvre, et même la main-d'œuvre qui vient de l'étranger n'est pas suffisante. Donc, dans ce temps-là, on se rappelle que oui, on comprend pourquoi notre industrialisation, la mécanisation, l'usage de la chimie, l'intensification de la production a eu du bon, en tout cas dans le passé, et puis on dépend de ça aussi pour se nourrir aujourd'hui. Il y a des mouvements qui tendent à montrer qu'on pourrait nourrir l'humanité avec une agriculture plus artisanale et bio-intensive, et ça devient assez intéressant puisqu'on change complètement le rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on sort de quelque chose qui est fonctionnel, une alimentation fonctionnelle pour faire vivre notre corps au sens minimal de la chose, d'une alimentation qui derrière est où pourrait être notre santé. Comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce que finalement on a une machine incroyable qui est notre corps, qui est quelque chose dont on n'a toujours pas tout compris d'ailleurs, et puis que ce soit au niveau cellulaire, il reste encore plein de choses à découvrir. Comment ça se fait que cette machine, qu'on n'est même pas capable de reproduire en tant qu'espèce la plus évoluée de toute l'histoire soi-disant et de la planète, comment est-ce qu'on est capable de donner ce qu'on mange à nos corps aujourd'hui? Comment est-ce qu'on est capable de lui faire souffrir la malbouffe, la merde qu'on mange, qu'on ingurgite? Le mot nutrition, le mot nutriment devrait être ça, devrait être ce qu'on donne comme carburant à nos cellules. Mais finalement, quand on regarde ce qu'il y a à l'épicerie, et puis en fait, pour revenir à l'égocentrisme initial qui était de trouver une solution pour accéder à ces produits, puisque des agriculteurs, des artisans, des gens qui se donnent la peine de faire pousser ou transformer des produits de qualité en respectant leur sol déjà, premièrement, et notre santé, ils existent. Comment ça se fait qu'aujourd'hui la chaîne est brisée et qu'on peut pas les trouver au coin de la rue chez nous? Donc ça c'est ce côté cette question égocentrique qui était comment je fais pour trouver cette tomate locale, artisanale, biologique et savoir son histoire. Comment est-ce qu'on recrée ça aujourd'hui? Donc c'est notre première. Ça veut dire que vous trouvez des gens qui ont des produits comme ça, artisanaux. Puis qu'est-ce qu'ils font avec si dans le fond, s'ils réussissent pas à les vendre à des particuliers, ils les vendent à qui, genre? Il y a des canaux de commercialisation, heureusement, on n'a pas non plus inventé la roue. Mais aujourd'hui, très peu de producteurs font le choix de venir apporter leurs produits en ville, parce qu'en soi, c'est un effort et une incertitude de venir trouver. Souvent, ce qui se passe, en fait, si on prend le cheminement, un agriculteur qui va faire ces produits-là, probablement qu'il a son marché fermier à proximité, probablement qu'il fait des paniers fermiers qu'il distribue dans son voisinage, mais il y aurait toujours potentiellement plus de produits
produits à offrir et de déboucher s'il y avait une clientèle pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs, on remarque que les fermes de moins de 10 acres sont des fermes qui se multiplient le plus. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de moins en moins de fermes sur le global au Canada. Par contre, ce qui est en train de se passer, et au Québec c'est vrai aussi, c'est les fermes les plus petites, celles de moins de 10 acres, sont en train d'augmenter. C'est-à-dire la concentration qui a lieu dans les grandes fermes et ces fermes de monoculture qui sont les plus désastreuses en termes environnementaux de façon générale. À l'inverse, les petites fermes qui sont celles qui ont des pratiques souvent plus responsables, plus bio-intensives, qui sont là parce que souvent pour des reconversions, des gens qui se posent des questions et qui se disent qu'il est temps de changer de vie ou de recréer quelque chose ou de se retrouver une nouvelle voie dans la vie, viennent créer une petite ferme et puis remettre donc je pense qu'on a, si je me rappelle bien, on a 200 nouvelles fermes par année au Canada, 40 au Québec il me semble. C'est drôle, mais moi c'est quelque chose que je vois genre dans mes bureaux d'ostéopathe, je vois des gens qui sont en recherche de sens, qui veulent trouver un peu leur mission de vie, puis il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, qui commencent à parler un peu de ce que Jean-Martin Fortier, c'est ça son nom? Ouais, c'est ça, tu sais, avec la permaculture, lui c'est un peu le gars qui monte la voie, j'ai l'impression, au Québec. Au Québec, dans le monde entier. Exact, donc il y a plein de gens qui ont envie de suivre sa trace, qui ont envie d'aller travailler avec lui, puis c'est vraiment super parce que moi j'ai l'impression que c'est le feeling que j'ai, puis j'imagine que tu pourras en parler plus, c'est que c'est une voie vers quelque chose de plus durable. C'est l'école en fait. L'école de Jean-Martin Fortier, d'abord avec sa femme de la Grelinette et puis maintenant avec la ferme des Captans, c'est une école qui a permis, aujourd'hui, justement, je pense, contribue énormément aujourd'hui à ce qu'il y ait beaucoup de nouvelles petites fermes qui sont des agriculteurs ou des jeunes qui sont passés par la ferme des Captans et qui viennent eux-mêmes, après avoir appris, créer leur propre ferme. Donc, ça essaime une culture artisanale qui vient avec ça. Ouais. Puis toi, est-ce que tu crois que le monde, genre, il doit passer par les petites fermes, ou est-ce que tu penses que les petites fermes, c'est comme un truc alternatif, puis que les deux se complètent, genre? Je pense qu'on aura du mal à faire une transition du jour au lendemain, ça serait pas... c'est ça. Mais mettons, dans un monde idéal, genre, ta croyance par rapport à ça. Je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on va être prêt à fournir en tant que génération à aller travailler à la ferme. On a eu peut-être une petite douche froide ces derniers mois avec les appels à travailler au champ qui n'ont pas été si bien suivis que ça. Ouais. Combien de personnes seront prêtes à travailler difficilement dans des champs parce que c'est loin du côté romantique qu'on peut voir à la télévision en général. Ouais, c'est ça, c'est difficile, c'est des jobs, et puis les agriculteurs avec qui on travaille, c'est quand même ils sont pas au salaire minimum là. Ok, ouais. Après, pourquoi les gens sont pas allés? Est-ce que c'est parce qu'il y avait la PCU justement, puis qu'il y avait le choix entre travailler ou faire le même argent puis pas travailler, puis faire autre chose? C'est quand même une grande question, mais tu sais, moi ma tante est en commerce de détail là, à l'université, là, puis ça est spécialisée dans l'alimentaire, genre, puis j'en parlais avec elle un moment donné par rapport justement au fait que peut-être que ce serait vraiment une bonne solution d'avoir des petites fermes puis de la permaculture, puis tu sais, je suis vraiment pas un spécialiste dans ça, puis c'est pour ça que je suis content de t'avoir aujourd'hui, mais quand j'en parlais avec elle, tu sais, qui vient quand même d'une autre génération, qui a sa vision de l'économie, de l'alimentation, qui est très appuyée sur des connaissances que moi j'ai pas, mais moi j'avais le feeling qu'il me semble que, tu sais, avec les documentaires comme Demain qu'on a vu, c'est des documentaires qui nous montraient comment c'est tellement encourageant, genre, puis beau, puis justement c'est un peu dans le rêve, je trouve, là, tu sais, quand on parle de ça, puis ça fait tellement de sens, puis là j'étais comme, il me semble qu'on devrait pouvoir y arriver, tu sais, puis je comprends qu'il y a des enjeux de main d'œuvre, là, mais mis à part ça, est-ce que tu penses que comme point de vue solution, même en considérant le fait qu'il y a des enjeux, genre, est-ce que tu penses que c'est possible, tu sais, Oui, absolument, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Ok. Non, c'est possible, et puis on les voit, les agriculteurs, et puis comme je te disais, il y a de plus en plus de petites fermes. Donc déjà, ça, c'est un symbole encourageant, puisque combien de personnes est-ce qu'une petite ferme peut nourrir? Plusieurs centaines, pour répondre simplement, mais on voit quand même cette tendance, et puis c'est d'ailleurs vrai dans autre chose que les produits maraîchers, c'est vrai dans les élevages. On travaille avec des agriculteurs qui créent des élevages de pâturage, des animaux qui retournent au champ, et ça on peut faire référence au film La ferme et son état. Donc, on voit l'importance du pâturage et des animaux qui
qui enrichissent et qui nourrissent la terre, parce que ça c'est l'autre point de l'agriculture intensive aujourd'hui qui a tout détruit et qui a épuisé le sol même. À tel point qu'on est aujourd'hui dépendant des nitrates et autres matériaux chimiques qu'il faut déverser pour nourrir les sols, de façon purement insensée. On dépend de la chimie et du pétrole en particulier pour se nourrir à ce niveau-là aussi. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que la réponse à la question, ça vient d'une limite qu'on va devoir atteindre. C'est que aujourd'hui, on trouve ça original, fancy, fun, exotique de pouvoir faire son petit marché auprès d'agriculteurs locaux. Demain, et on le sait, et le film Demain d'ailleurs le dit, on ne pourra plus dépendre du pétrole de cette façon-là, on ne pourra plus polluer de cette façon-là, et on va atteindre des limites. Et puis, je pense que cette crise actuelle fait qu'on perçoit qu'effectivement, il y a des choses qui vont devoir changer. Et finalement, si on retire tous ces pétroles, et puis il y a des très bons documentaires, par exemple, sur comment ça s'est passé à Cuba le jour où la Russie, l'URSS s'est retirée de Cuba, comment est-ce qu'on a dû se réinventer quand on n'a plus de pesticides et plus de pétrole pour faire nos pesticides, comment est-ce qu'on doit repenser la société. Et effectivement, il y a pas mal de paradigmes qui vont devoir changer de ce fait-là. Donc, et puis ça peut venir d'ailleurs. On peut regarder aussi ce qui s'est passé avec la fermeture des frontières, avec le manque de main-d'œuvre, avec les abattoirs qui ferment ou les usines qui ferment à tous les niveaux. Donc, c'est aussi recentrer notre alimentation, et pour ça, on va devoir être prêt à, quoi qu'il arrive, investir un peu plus dans notre alimentation. D'une, parce que les prix vont augmenter et qu'il y aura une inflation liée à tout ça. Et de deux, parce qu'on n'aura plus le choix de se poser la question comment bien se nourrir et comment bien produire surtout en arrière. C'est fou, pareil, parce que c'est plein de choses qui on dirait, nous poussent vers le précipice, puis qui sont nécessaires, mais en même temps, qui n'ont pas nécessairement un lien directement, tu sais, parce que je pense que d'une part, les gens, ils veulent mieux se nourrir pour être plus en santé, comme tu disais, tu sais, un jour, les gens, ils vont savoir où ils vont comprendre l'importance, puis réaliser l'impact que ça a à long terme de pas bien s'alimenter, ou l'influence que ça a sur notre énergie, sur notre vie, de bien s'alimenter. Fait que ça, c'est comme je dirais un courant positif vers le changement de paradigme dont tu parles. Puis après ça, de l'autre côté, ben, t'as le fait qu'on s'en va dans un mur sur le point de vue environnemental, puis que justement, comme tu dis, avec le pétrole qui est nécessaire pour autant faire pousser les choses, mais pour les transporter. Puis quand tes légumes ils viennent, qui font 3-4 000 km pour venir jusqu'à toi, ça fait quand même pas beaucoup de sens. Là. Fait que, combien de calories on utilise pour faire pousser une salade en Californie et la faire venir jusqu'à dans notre assiette au Québec? C'est absurde, en termes de calories, c'est absurde, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais on a brûlé plus de calories qu'on en a produit. C'est ça. Et c'est la même chose d'ailleurs dans le poisson, combien de calories on utilise pour 1 kilo de thon rouge par exemple, c'est absurde parce qu'on va pêcher ou de homard ou autre. C'est pas efficace. Pêche le homard avec du maquereau. Il y a un moment ça marche plus là, et puis les poissons d'aquaculture, pareil, on utilise du poisson pour les nourrir, de la farine de poisson, ce qui fait qu'on utilise plus de calories qu'on en produit à chaque fois. C'est à perte, c'est absurde. Le modèle ne marche plus. Si on donnait ça à un banquier, à un analyste financier, il dirait ça n'a pas de sens. Pourquoi on continue dans ce sens-là? On n'aurait pas de prêt d'énergie, en tout cas, ça c'est ça. Non, c'est clair. Si on avait le banquier de l'énergie, là. On se ferait refuser, on serait autorisé la petite tomate qui a demandé de l'effort peut-être humain et nourrir le sol avec des feuilles mortes et autres matières putrescibles. Ah ouais, c'est fou pareil, tu sais, comme à quel point tu sais, on pense que l'industrie c'est comme un truc qui vise la rentabilité et le profit, mais en même temps on n'a jamais pensé au profit net de qu'est-ce que ça allait apporter à la collectivité. Et le problème il est là, le problème il est qu'on ne mesure pas les externalités négatives de production et de notre alimentation. On regarde, qui c'est qui en paye le prix aujourd'hui, c'est la planète, on n'en a qu'une. Où est-ce que ça peut s'arrêter, jusqu'à où l'élastique peut tirer, et puis quelque part, on sera toujours les privilégiés dans nos pays riches et à l'abri des dégâts, mais il y a un moment, ça va exploser, et puis ça a déjà explosé à différents endroits. Il y a eu des crises alimentaires il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore des famines, il y a peut-être moins de gens qui meurent de faim, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore mal nourris, et finalement, c'est les marchés qui en décident. Aujourd'hui, les famines sont décidées par les marchés. C'est les banques suisses qui sont capables de surenchérir et de spéculer sur des matières premières et des denrées qui sont pourtant présente en quantité pour nourrir la planète, et on parle même pas du gaspillage là, on pourrait nourrir la planète, mais c'est juste les choix financiers, les choix économiques qu'on fait en tant que pays riche pour être sûr
Ok. Fait que tu veux dire qu'ils décident de trop acheter de la nourriture, genre, ce qui fait qu'il y en a moins ailleurs, c'est ça que tu veux dire? Il y a des spéculations, il y a clairement des spéculations sur les marchandises et les denrées alimentaires. Rien qu'à regarder dans le riz, en 2008, si on regarde la crise alimentaire de 2008, qui faisait suite à la crise financière, c'est clairement des banquiers en Suisse qui ont décidé de mettre des grains de riz en sécurité pour faire monter le prix du marché et puis derrière ça a contribué à des morts de faim, à des gens qui sont morts de faim et même des révolutions dans certains pays parce que les gens n'avaient plus de quoi se nourrir. Ah ouais, j'étais vraiment pas au courant que ça existait. Là. Fait que j'imagine qu'il y a un documentaire là-dessus. Main basse sur le riz. Ok, c'est bon. C'est un documentaire. Sur Netflix? C'est pas sur Netflix, mais ça se trouve. Okay. Faut googler ça, je pense. Ouais, c'est bon, je vais aller voir ça. Parfait. Puis, mais c'est vrai, déjà, on s'assoit, on en parle, puis on voit que ça peut aller vraiment dans plein de directions. Puis, clairement, il y a un côté de toi qui est engagé, puis que je sens qui est à la base de l'entrepreneur, tu sais, que t'es aujourd'hui. Puis, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a certains entrepreneurs qui disent juste j'ai envie d'entreprendre. Puis là, ils trouvent une idée, genre, mais toi, c'est comme, il y a trop de trucs qui bouillonnent, genre, puis à un moment donné, il y en a un qui est sorti, puis c'était l'alimentation. C'est dur de choisir, dans tant d'injustices et dans tant de problèmes sociaux, de choisir lequel tu vas prendre et essayer d'adresser, parce que tu es toujours à quelques années de travail du résultat potentiel. T'as eu ce struggle-là de choisir un combat ou ça a toujours été un peu plus l'alimentation? C'est l'alimentation à 100%, c'est sûr, puisque pour moi, c'est là que tout se joue, que ce soit au niveau environnemental ou social ou justice sociale, là même. Donc, j'ai eu la chance quelque part de ne pas avoir à choisir et c'est la cause qui m'a choisi. Mais pour revenir à ta question, là, au final, c'est quand t'es entrepreneur, souvent on te pose la question, c'est quoi ton why, c'est quoi ton how? Et au final, nous, on a le problème inverse de tout le monde, c'est qu'on a notre why et on sait pourquoi on le fait, mais il faut redéfinir le comment on le fait ensuite. Donc ça, c'est un beau problème qu'on a, mais tous les entrepreneurs quasiment arrivent avec une solution, une technologie ou une idée, mais nous, on arrive avec un problème. On arrive avec un problème et on dit comment est-ce qu'on le résout et comment est-ce qu'on fait un monde un peu plus juste, un peu plus équitable, un peu plus durable avec ça. Donc, c'est un défi d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, parce que tu te retrouves rapidement confronté. On peut pas les pitcher les investisseurs avec des problèmes sociétaux. Aujourd'hui, où on doit aller chercher de l'investissement, on peut pas arriver avec un investisseur et lui dire on va changer le monde, on va sauver le monde. Il faut une solution concrète, dire comment est-ce que tu vas être rentable, comment est-ce que tu vas structurer ton développement d'entreprise, comment est-ce que tu vas backer ta technologie. Donc notre why, il faut qu'on arrive à le diluer dans notre how pour que finalement notre solution technique, et puis c'est une condition de survie de toute l'entreprise là, puisse apporter de la valeur aux agriculteurs, aux épiceries, aux restaurants, et qu'on crée un intérêt suffisamment élevé pour dire ok, regarde, ça m'intéresse de pouvoir acheter auprès d'un agriculteur quand je suis une épicerie, et c'est pas si compliqué finalement. Donc c'est là où on se rend nous là. Ok. Donc là présentement votre produit, genre c'est quoi maintenant? Avec quoi vous voulez faire de l'argent, puis c'est quoi exactement les ponts dont tu parlais au début que vous êtes en train de construire? Comment ça s'opère dans le concret? Là? Alors là, on est dans une période de Covid qui était une grosse transition pour nous. On a finalement changé, alors ça fait quand même, je veux me revendiquer du slow tech. Je sais pas si ça existe, on connaît slow food, on connaît slow money, mais on est en slow tech, nous. L'idée, c'est que, tu vois slow food? Ben, non, mais j'ai comme souvenir d'un terme que tu utilisais avant qui est peut-être pas le même que, mais une slow-up, genre, en fond, c'est ça, les startups qui te poussent à créer vite et à démarrer très vite, très haut. Exact, c'est ça. On essaie de revoir avec un peu d'humilité le concept et de dire qu'on était slow-up. Donc ça fait, il y a des limites à ça aussi là, à quel moment tu démarres pour de vrai, puis je pense que maintenant quand je parle d'investisseurs, c'est qu'on est rendu à là, et puis mais on a pris le temps de vraiment comprendre nos utilisateurs, à voir le marché, et puis qu'est-ce qu'il faut pour donner un sens économique à notre projet aussi. Et donc on est rendu, on veut toujours être slow tech là, mais quelque part, j'ai un fondateur depuis 2 ans maintenant avec qui on travaille, c'est lui développeur web, donc notre produit est avant tout technologique. Dans l'idée que ces ponts qu'il faut construire aujourd'hui sur un marché qui est un beau mur au milieu en fait. La réalité, c'est qu'il y a un mur entre les petits et moyens producteurs
et le marché B2B, Ouais. l'épicerie, restaurant et compagnie. Aujourd'hui, le marché est verrouillé par quelques intermédiaires qui sont là de façon historique depuis 50, 60, 80 ans et qui contrôlent le marché dans le sens où ils ont une efficacité telle que c'est impossible de combattre les prix quand tu es un petit producteur. Ouais. Malheureusement, la tomate d'Ontario ou de Californie va sortir à moitié prix par rapport à la tomate du Québec et encore, si c'est pas plus que ça. Ouais. Donc l'idée pour nous là, de rebâtir les ponts, c'est le fait de simplifier la vie des artisans et des producteurs, de venir proposer leurs produits déjà en gagnant du temps et de l'argent à la mise en marché. C'est-à-dire que déjà il y a un surcoût qui est lié à ça, qui fait que un producteur qui connaît pas bien la ville, qui connaît pas bien les logiques commerciales des épiceries ou des restaurants, ça lui impose de calculer, même s'il ne calcule pas vraiment son temps, l'agriculteur, il passe des journées à prospecter, à essayer de faire des ventes et même parfois à prendre des risques, parce que des restaurants qui font faillite, c'est pas rare, encore plus en ce moment. Donc on vient finalement traduire les demandes. Notre technologie à nous, le but c'est qu'on donne nos petits et moyens producteurs l'outil qui permet de traduire la réalité du monde des épiceries et des restaurants. Okay. Donc notre produit est là, c'est un traducteur finalement. Fait que c'est davantage entre le producteur puis le restaurant, plus qu'avec le particulier directement. Oui, absolument. On va rester concentré sur le B2B. Okay. Le particulier, pour l'agriculteur, c'est pas une solution. C'est livré aujourd'hui, un client, il y a les modèles de panier qui fonctionnent très bien et qu'on encourage tous ceux qui nous approchent à vouloir acheter des produits d'agriculteurs, c'est une très très bonne solution parce que ça vaut un panier. Malheureusement, ça correspond pas à la réalité de tout le monde et d'ailleurs, moi le premier, je vais être embarqué dans un panier, oui, je tiens 1000% l'idée, mais m'engager de façon incertaine sur, je sais pas où est-ce que je serai dans 2 mois, si je serai en vacances, si je serai en fin de semaine. Donc, ça correspond sûrement plus à des modèles familiaux, à certaines personnes pour qui ça marche. Pour moi, ça marche pas, mais je serais content de trouver une tomate d'un producteur local dans une épicerie, même si je sais que l'épicerie va prendre 30% sur la tomate. Ça me dérange pas. Je veux y accéder quand j'en ai besoin. Et donc, c'est là qu'il y a un modèle complémentaire au panier, ou à d'autres formes de panier qu'on peut connaître, et on connaît tous le nom. Mais c'est de trouver à l'épicerie ce panier-là, ce produit-là. Ce tomate, ce miel, ce sirop d'érable, ce produit artisanal que finalement tu aurais envie d'acheter de l'agriculteur. Le métier d'épicier, à la base, c'est ça, si on se rappelle bien, c'était de revendre des produits et de pratiques, mais d'être accessible pour tout le monde. Donc, c'est ça notre défi à nous, là. C'est vraiment de remettre ce pont-là, de refaire de l'épicier un point d'accès aux produits locaux. Ok. Puis est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture des grandes chaînes alimentaires vers les produits locaux? Parce que j'ai l'impression que surtout en ce moment, il y a eu des vagues là, d'achat local, ça doit quand même avoir une certaine ouverture. Puis il me semble que on en avait parlé il y a une couple de mois là, avec une épicerie, que c'était même venu de l'épicerie qui cherchait à avoir un pont. Fait que... Oui, absolument. Et puis on leur parle très régulièrement, et puis dans toute la phase de pré-lancement là, donc on valide beaucoup de choses avec les épiceries. On parle avec des Rachel Berry, avec des IGA, avec des épiceries de quartier, des fruiteries. Donc on sent qu'il y a un besoin. Et puis l'information, en fait, on a beaucoup parlé du problème de l'agriculteur de venir trouver ses clients en ville. Trouver une épicerie, trouver un restaurant, c'est pas facile. Mais inversement, quand on est épicier, trouver un producteur, et ça va aussi en région, quand on est un épicier en région, trouver un producteur local, c'est complexe. Notamment parce qu'il y a beaucoup de producteurs locaux, il y en a beaucoup qui vont pas livrer, beaucoup qui vont pas offrir des produits comme ceux qu'on recherche. Il y a une incertitude dans la saison, on n'est jamais certain de ce qui va être disponible dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Il y a beaucoup d'informations à gérer. Si on travaille avec des producteurs, il faut gérer 50 factures par mois. Donc, nous, le but, c'est vraiment de simplifier ce processus-là, de faire qu'il y a un endroit avec toutes les factures, qu'on a toute l'information, les calendriers, les messageries, concentrées. Donc, ce qui fait qu'on peut travailler avec 50 producteurs, c'est pas un problème. Ok. Comme devenir un peu des agents de ces producteurs-là, tu sais. J'imagine qu'il y en a qui, tu sais, comme des agents d'artistes, des agents d'athlètes, tu sais, d'avoir un agent qui représente pour négocier les contrats, puis négocier pour enlever la pression de ce que les producteurs sont peut-être pas les meilleurs à faire. Tu sais, eux sont bons pour faire pousser des légumes, produire de la nourriture, tu sais. Ben, vous arrivez, puis okay, nous, on va comme être l'entremetteur, puis faire les liens, puis... on se voit vraiment plus, encore une fois, comme traducteur, parce que agent, ça impliquerait on les représente, on les rend visibles, mais on veut être le plus neutre possible dans le processus. On veut vraiment que ce soit le producteur lui-même son propre agent, donc on va lui donner les outils pour le faire. On veut qu'il puisse se valoriser par lui-même, donc forcément on va le forcer à répondre à des questions. Mais on fournit l'outil de façon à ce qu'ils deviennent leurs propres agents. Ok, d'accord.
Puis parlons un peu de, tu sais, si on recule là, dans le temps un peu, là, on va parler de toi un peu, mais tu sais, de où ça devient comme ce désir-là d'être un acteur de changement, tu sais, qu'est-ce qui a fait naître ça en toi, tu sais, j'ai lu dans un article que, tu sais, à 10 ans déjà, tu savais que tu étais en contact avec, je sais pas si tu te rappelles l'histoire. La rivière, peut-être sûrement, mais. Ouais, exactement. Ouais, bah, je pense que c'est un passage fondateur pour moi. Ouais. C'est l'histoire d'aller, je passais mes étés en Dordogne chez ma tante, puis j'allais pêcher. J'ai commencé à pêcher le matin au lever du soleil, et puis j'avais vraiment ce paysage magnifique là, de Dordogne avec les vieux ponts en pierre et tout ce que tu imagines au lever du soleil. Puis un jour, d'ailleurs c'est drôle parce que cette histoire-là de plus en plus se recoupe avec mon présent, mais c'est une épicerie, une grande bannière en France du coin, qui a organisé une sortie sur la rivière pour aller ramasser des déchets. Donc c'est un peu une corvée de nettoyage. Puis finalement, j'étais jeune, je devais avoir 12-13 ans, on est parti ramasser en kayak, donc les déchets sur la rivière, et c'est absurde la quantité de déchets qu'on a pu sortir en quelques heures. Et puis tout ce qu'on a vu comme déchets qui étaient insortables aussi, je ne parle pas des carcasses de voitures ou de machines à laver et autres choses absurdes que quand tu es enfant, là, tu réagis que finalement ton petit coin de paradis, c'est une décharge de ciel ouvert. Donc je pense que j'ai eu un premier électrochoc à ce moment-là. C'est certain que après ça, j'ai pris conscience que quand tu es sur une planète et puis tu sais, bon, après à l'école tu as forcément des références et on parle de l'environnement. Et puis je me rappelle d'avoir dessiné, c'est d'ailleurs un concours de dessin, je devais avoir 5-6 ans, d'avoir dessiné une île déserte avec une poubelle dessus. Je sais pas ce que ça voudrait dire, je vais avoir un petit peu le jour pour savoir, mais c'était un prémonitoire. Ok, fait que là, ça a commencé un peu comme ça, tu sais, t'étais en contact, puis t'étais conscient que c'est pas tout le monde qui avait la même volonté de préserver l'environnement autour de... J'étais peut-être pas rendu à préserver l'environnement, là je pense que c'était plus un électrochoc et qu'il n'y a pas forcément d'intention derrière de ça à cet âge-là. Ouais, c'est ça. C'est juste que ça définit probablement ta personnalité et ton envie d'agir a posteriori. Là, puis... Ouais, puis tu sais, en même temps, t'avais sûrement ça déjà un peu prédisposé à l'intérieur de toi parce que les autres qui ont fait le voyage avec toi, ils n'ont pas eu exactement la même révélation peut-être. J'imagine que tout le monde vit sa vie, là, mais toi, ça venait te chercher, fait que après, t'as pris des moyens genre, pour t'instruire par rapport à ça. Puis, non, mais même pas en plus. Faut pas rentrer, je pense qu'il faut pas que je rentre dans l'illusion. Cause à effet, c'est loin d'être direct en fait. Et puis j'ai très longtemps été perdu dans. D'ailleurs, qu'est-ce que je ferais si je faisais pas ça? Je me demande toujours. Je pense que l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de gens qui savent pas quoi faire, c'est que j'ai pas eu à choisir et c'est venu tout seul. Ouais. Mais j'ai clairement été perdu, très mauvais à l'école, et puis on m'avait prédestiné d'aller être vendeur dans un magasin d'électro édifié, donc c'est comme ça m'a amené vers des études d'électronique, ça m'a amené vers des choses par rapport parce que j'étais pas destiné à faire des études ou à changer le monde ou quoi que ce soit. Ok. Mais là, t'as pas fait des études en environnement, c'est pas ça que... Non, alors, écologie, c'est passé, alors, école de commerce, donc c'est loin de ça. Okay. Mais à la fin, oui, je me suis spécialisé en éthique des affaires. Mais ce qui m'a amené sur beaucoup de sujets en lien avec ce que je touche aujourd'hui, mais l'autre électrochoc sûrement, qui est arrivé dans mes études, mais en parallèle, c'était de m'engager dans la branche Greenpeace de la petite ville. Okay. Et sûrement parce que j'ai pris du temps, j'ai redoublé mes classes, et puis j'étais vraiment de mauvaise école là. Et donc j'avais du temps à tuer, et je me suis engagé dans la petite branche Greenpeace locale qui m'a amené sur les marchés à faire signer des pétitions, à aller mettre des banderoles sur les ponts la nuit, à mettre des affiches pour les documentaires, à faire des choses on fait quand on a 17-18 ans. Ouais. Puis j'ai appris que c'était le fun, mais pareil, j'ai eu un électrochoc, et puis notamment en mettant des affiches pour les documentaires, j'avais pas le choix que de les regarder, ces documentaires-là. Donc ça m'a amené vers une forme de sensibilité à tout ça, et puis d'ailleurs, un des documentaires qui m'a le plus marqué, c'était Le Monde selon Monsanto. De Marie-Monique Robin, qui est une documentariste qui a fait beaucoup de bons documentaires, en particulier sur la transition et sur l'alimentation. Et ça m'a révolté en fait de comprendre que notre alimentation était possédée par quelques multinationales, et puis en particulier 2 ou 3 qui contrôlent les semences, les produits chimiques, nos champs, nos agriculteurs. Je pense que pareil, ça a alimenté toute cette injustice que j'estimais
insupportable pour le monde. C'est-à-dire que c'est ça dont on dépendait. Je comprenais pas que les adultes, les grands, fassent pas quelque chose pour ça. Donc, je pense que ça a été un autre déclic. Jusqu'à ce que je rencontre Marie-Monique Robin un jour à l'Université Laval. Ok. Je finissais mes études. Il était venu présenter son dernier film, Sacrée Croissance, à l'époque. Et donc, je l'ai rencontrée, j'avais un peu échangé avec elle. Et puis, je me suis retrouvé rapidement après mes études à être bénévole pour elle, à essayer de vendre son documentaire aux télévisions canadiennes. Ah ouais, nice. C'est une drôle de parcours. Mais non, mais c'est ça, c'est tout ça pour dire, c'est le cheminement de plein de choses qui se sont entrecroisées et qui ont fait que, finalement, en sortant des études, j'ai trouvé, après quelques mois de difficultés et de crêpes, comme tout bon finissant avec un petit accent français, j'ai fait mes crêpes et puis j'ai trouvé un job de rêve pour une start-up qui faisait à peu près ce qu'on fait aujourd'hui. Même si évidemment il y a beaucoup d'évolutions et de changements. Quand tu dis que tu as fait tes crêpes, c'est que tu étais cuisinier? Ouais. Ok. Travailler dans la cuisine le soir ouais, c'est ça. Pour une petite marque au chapeau rouge. Mais bon, cheminement classique là, et puis jusqu'au jour où j'ai forcé un peu la porte pour cette start-up qui connectait les agriculteurs et les restaurants et qui quelque part était un peu ma vocation. Ok. J'ai forcé la porte là-bas, j'ai été embauché là-bas, et puis quelques mois après, elle a fait faillite. Fait que ça n'avait pas marché, fait que toi, tu réessayes un truc similaire, genre, eux, comment ils faisaient ça, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est une très longue analyse. Analyse. Il y a beaucoup de facteurs, et de facteurs humains en particulier là-dedans. C'est une start-up qui avait levé beaucoup d'argent, énormément d'argent en fait, et qui avait l'argent avait été la propre limite au succès du projet d'ailleurs. Trop d'argent, c'est d'ailleurs en ça que j'ai voulu faire du slow-up et du slow-tech et essayer de bootstrapper, de faire tout ce que tu peux le plus lentement possible au début. Et après, il faut accélérer, mais il y a plusieurs étapes là-dedans qui font que... C'est ça, ouais. Parce que, tu sais, mettons, on fait une parenthèse par rapport à ça spécifiquement. Nous, c'est un peu ça qu'on fait aussi, là, dans le sens qu'on y va avec notre argent tranquillement, mais comme ça, il y a genre zéro risque que ça plante, parce que c'est nous qui, tu sais, tant qu'on décide de continuer, c'est nous qui décidons genre si on arrête ou si on continue, là, puis il n'y a plus personne qui nous demande des résultats pour le mois prochain, puis si ça marche pas, ben clé dans la porte. Là, il y a cette liberté-là, effectivement. Ça amène d'autres contraintes, là, comme la lenteur. La lenteur. Mais qu'il faut voir comme un avantage finalement. Ouais, et comme c'est probablement pour ça encore que vous êtes ou qu'on est encore en vie, parce que finalement on n'a pas dépendu d'autres personnes qui nous disent quoi faire. Mais par exemple, on arrive à ce stade-ci où on a prouvé notre marché, on a montré qu'il y avait quand même beaucoup de restaurants et beaucoup d'agriculteurs ou artisans qui étaient prêts à embarquer dans une solution qu'on proposait, qui était vraiment très minimaliste en plus. Donc là, on s'est mis à développer une technologie beaucoup plus solide, robuste, et pour laquelle il y a beaucoup plus de besoins. Donc là, à ce moment-ci, on est OK, on a besoin de plus de développeurs, on a besoin de plus de gens. Donc là, on cherche en particulier des anges financiers. Des gens qui ne sont pas là juste pour donner du cash et checker les résultats, mais avoir aussi une implication directe et indirecte dans ce qu'on fait là, parce que on apporte une solution d'impact. On a besoin de gens qui comprennent ce qu'on fait. On a compris aussi qu'il fallait que ce soit rentable pour que ça fonctionne avec des investisseurs. Et puis pour nous, ça fait quelques années qu'on se paye pas, et puis on est rendu, je pense, à un point où il va falloir qu'on développe tout ça, mais ça, c'est les joies de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Ok, fait que si on ferme cette parenthèse-là, on revient au fait qu'il y avait une autre entreprise qui faisait un peu la même chose, qui avait le même but en tout cas. Est-ce qu'il y a des différences dans qu'est-ce que vous faites avec ce qu'eux ils font? Énormément. Ils faisaient, genre? Ouais. La proposition en surface est la même, apporter une solution directe aux producteurs pour vendre leurs produits. Après, en termes de technologie, il y a eu quand même 8-10 ans probablement qu'on passait quasiment depuis cette startup, depuis qu'elle est partie. Donc, déjà sur le plan technologique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous, sur le processus en soi de commercialisation, on ressemble beaucoup moins à Amazon, qui a un bon vieux système de bons de commande qu'il peut y avoir aujourd'hui dans n'importe quel commerce B2B. On est plus dans un modèle document que plateforme transactionnelle, même si ça se recoupe à certains points. Je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus, mais on a vraiment changé le processus qui est en arrière d'une commercialisation. Puis on a changé aussi toute l'éthique. Et tu vois, je pense que le premier socle de tout ce que j'ai pu réimaginer suite à cet échec, parce qu'il faut appeler ça un échec, c'est un échec, c'était de sécuriser les agriculteurs. Donc finalement, tu vois, si je reviens un petit peu en arrière, ce qui s'est passé quand la startup a fait faillite, c'est que la startup qui payait les agriculteurs avait l'argent des agriculteurs dans son compte en banque. Et ça lui servait de fonds de roulement. C'est-à-dire que, évidemment, en théorie, ça devait s'équilibrer avec ce que les restaurants devaient
qui devaient être redonnés aux agriculteurs, mais le jour où une start-up de ce genre-là fait faillite, c'est les agriculteurs qui sont les derniers à être payés. Et ça peut faire 30 jours ou 60 jours de fonds de roulement, donc ça fait beaucoup de livraisons et beaucoup de produits pour les petits agriculteurs. Donc finalement, ça, j'ai découvert quand moi-même j'ai appris que je ne serais pas payé, j'ai appris non plus que les agriculteurs ne seraient pas payés. Puis je me suis senti assez mal dans la mesure où c'était moi qui leur demandais de livrer et que mon salaire, c'est pas grave, mais je perds mon salaire, mais eux perdent 1 mois ou 2 mois de vente, c'est plus pareil. Surtout l'été, l'été court. Exact. Bon, donc là, ça n'a pas si mal fini que ça, et puis la machine a redémarré, on était 2 à pousser avec le fondateur, à essayer de redémarrer la machine malgré un sentiment de trahison qu'on a pu avoir à ce moment-là. On voulait vraiment sauver le bateau, puis on l'a sauvé d'ailleurs. On a été chercher des investisseurs, on a relancé la machine jusqu'au jour où, pour des raisons humaines, le fondateur est reparti dans une logique absurde de dépenses, et puis donc là, à ce moment-là, on a compris qu'il y avait un seuil en dessous duquel on quitterait le bateau, on licencierait le personnel, et puis on serait prêt à prendre le large tranquillement avec l'argent en caisse pour les agriculteurs. Ok, fait que finalement, ça a bien fini pour les agriculteurs. Quand même une bonne chance, parce que sinon, t'aurais été associé c'est toujours douloureux, et puis c'est toujours douloureux, et puis ça a fait du mal au marché, mais d'où le point de départ que j'ai voulu redonner à Arrivage, qui était le fait de pouvoir garantir que finalement l'argent n'est pas dans notre caisse à nous, mais l'agriculteur se fait payer directement par l'acheteur. Donc le restaurant paye l'agriculteur. Nous, on est neutre et transparent dans le processus. Est-ce que vous prenez une commission sur la transaction Oui, absolument. Pour l'instant, jusque-là, on était sur un modèle d'abonnement, donc il n'y avait pas de transaction. Là, la prochaine version va être avec des frais transactionnels, des micro-frais transactionnels. Ok. C'est cool ça. Puis après, j'ai cru comprendre qu'entre ces deux projets-là, ou en parallèle, il y avait la transformerie aussi. Oui, un accident de parcours, comme il en arrive parfois. Vas-y, raconte-nous. Alors, transformerie, c'est une drôle d'histoire, parce que d'ailleurs, c'est avec Guillaume Quentin, qui était chef à l'époque au restaurant que j'ai premier visité quand j'ai travaillé pour la compagnie précédente. Donc, je regardais avec des grands yeux, il a gagné l'émission des chefs, et puis d'ailleurs, si Guillaume nous écoute, je te regarde toujours avec des grands yeux. Mais c'est ça, donc l'histoire, c'est que Guillaume et moi, on se voyait peu parce qu'on se voyait dans un contexte de travail, il avait très peu de temps étant chef d'un gros restaurant, et puis moi étant très occupé à mes activités de sauvegarde d'entreprise. Et puis finalement, un jour, il s'est retrouvé à quitter le restaurant pour lequel il travaillait. Moi, c'était au moment où je recommençais chef 514 qui est devenu Arrivage. Et à ce moment-là, moi je prenais des cafés avec lui pour essayer de voir et croiser vraiment les logiques de chef de restaurant, ce qui pouvait améliorer, parce que lui avait bien connu les problèmes des précédentes compagnies. Et donc on s'est mis aussi à jaser de tout un tas d'autres choses, et puis de se rendre compte de nos sensibilités communes pour les injustices et les problèmes sociaux. Puis on imaginait plein de sortes de projets, et puis un des défis finalement que je lui ai proposé un jour, puis j'aimais vraiment l'idée parce que lui avait cette image de chef gastronomique qui lui collait à la peau. C'était lui proposer d'aller faire des poubelles d'épicerie, du dumpster diving, et de cuisiner un souper gastronomique à partir de ça. Nice. Donc c'était pas forcément quelque chose qui l'enchantait, et puis au début il a pas accepté. Puis finalement, en réfléchissant, il a pris le défi. On s'est lancé dans du repérage. Moi, j'avais pas beaucoup d'expérience en dumpster diving. Je l'avais fait par expérience avec des amis, mais pas forcément de façon convaincue et militante. Puis finalement, les repérages qu'on a pu faire les 2 premières semaines avant l'événement, parce que finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un événement. On a fait un partenariat d'ailleurs avec Renaissance, qui nous a prêté tout un tas de vaisselle et de choses qui pouvaient nous aider à mettre en valeur ces produits qui étaient dans les poubelles. On les a pas encore des produits, mais en fait, la conclusion de ça, c'est que c'était des ingrédients qui étaient juste magnifiques. Et finalement, ce que tu trouves dans l'épicerie, c'est pas mûr, il faut attendre quelques jours avant de le manger. Quand tu le trouves dans les poubelles, c'est parfait. Puis la beauté du suremballage, ça fait que, en théorie, s'il fait pas 30 ou 40 degrés dehors, c'est bon là. C'est en milieu de carton, de plastique, et puis éventuellement tu prends pas ce qui touche les parois de la poubelle là, mais en fait, on a trouvé des choses absurdes. C'était des poubelles étaient pleines de choses bonnes à manger. Je vois des photos, j'ai plein de téléphones, c'est comme on aurait pu nourrir. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un événement. On a un petit événement entre nous, en fait. Avec 12 personnes, on est parti faire les poubelles. On a fait comme une brigade. On a cuisiné pendant quelques heures, et puis on a servi un repas façon gastronomique avec le chef qui était
la bonne personne pour ça. Ouais. Puis on avait d'ailleurs une journaliste du Devoir, on avait un photographe aussi, culinaire qui était là aussi pour garder des traces de tout ça. Et c'est absurde, on a en 30-45 minutes de collecte dans Rosemont, on aurait pu nourrir 200 personnes un dimanche soir, alors qu'au final on était 12. C'est comme, ok, c'était un projet qui a eu. Au début, on le faisait pour démontrer qu'il y avait un problème, on savait bien qu'il y avait un problème avec les poubelles. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Juste, tu redémarres pas le lundi matin en disant c'était le fun, je retourne au travail. Il fallait. Ça nous a quand même assez secoué en termes d'expérience, donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, moi, je partais de l'autre projet, et puis ça faisait quelques mois que je t'embarquais dessus. Puis c'est ce qui m'appelait vraiment le projet H514 Arrivage. C'est dans ma trip, il fallait que je le fasse. Puis j'ai quand même mis du temps avec Guillaume pour réfléchir, pour aller voir les commerçants, pour aller comprendre ce qu'il y avait derrière cette logique de poubelle, et puis finalement à vite décoder pourquoi est-ce que tous ces produits qui étaient encore comestibles, mangeables, transformables étaient dans les poubelles. Puis finalement on s'est rendu compte que pour eux c'est pas du gaspillage, pour eux c'est de la perte, c'est financier, mais malheureusement c'est la réalité de leur activité commerciale qui fait que ces produits-là ne sont plus vendables, il n'y a plus personne pour les acheter, qu'est-ce que je peux faire à part les jeter? Il n'y avait pas d'alternative. On demande d'alternative, il y a un tabou, on n'appelle pas ça du gaspillage parce qu'on sait que c'est mauvais aux yeux des consommateurs. Personne n'est heureux de faire ça, personne n'est heureux de mettre ça dans les poubelles, puis encore moins les employés qui le font. Puis ça, on l'a compris assez vite parce qu'on allait voir les employés, on a été parler avec eux pour comprendre ce qui se passait et voir en proportion ce que ça pouvait être. C'était sûr, là, c'était démesuré. Donc en parlant avec les commerçants, finalement, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'une solution. Donc on a essayé de comprendre ce qu'ils étaient capables, possible de faire dans leur rapport pour essayer de trouver une solution. Et puis finalement, ça donnait la transformerie, la logique d'un chef qui fait des bons produits. C'était finalement d'en faire des produits qui pouvaient se conserver sans durée sur une tablette. Ouais. Donc ça donnait des petits pots de tartinade de la transformerie qui s'appelle les rescapés. C'est la gamme qui s'appelle les rescapés. Nice. Fait que là, j'imagine que c'est des produits qui sont faits un peu dernière minute, dans le sens qu'ils savent qu'ils vont avoir des produits, ils savent pas exactement quelle quantité, puis j'imagine quel légumes, quel fruits aussi, fait que c'est... C'est un projet entrepreneurial, donc pareil, ça a pris quand même beaucoup d'ajustements, il y a eu beaucoup d'itérations avant de se rendre à des tartinades d'ailleurs, mais avant ça il y a eu des produits qui étaient des marinades, des produits qui étaient plus réfrigérés, des choses qui étaient bonnes, délicieuses, mais qui finalement, en termes d'entrepreneuriat, ça n'a pas de sens, parce que la rotation sur les tablettes, ça marchait pas. Il n'y a pas assez de demande pour des marinades, par exemple. Au Québec, on achète beaucoup de marinades, donc ça n'aurait pas eu le sens de vendre ça. Puis finalement, on a vite mesuré les produits qui étaient les plus redondants. Finalement, c'est toujours les mêmes produits. Si tu regardes bien, il y a toujours une quinzaine de produits qui sont tout le temps là. Les bananes, les poivrons, les tomates, les raisins, les pommes, les poires, c'est absurde. Et donc, finalement, on a arrêté des recettes en fonction des ingrédients les plus gaspillés, puis ça donne des tartinades avec des recettes pour chacun des ingrédients les plus gaspillés. Et on a mis en place un partenariat avec des organismes communautaires du quartier qui font qu'on redonne une partie de ce qu'on a collecté. Donc déjà, on l'a détourné de l'enfouissement que ça pouvait amener, de le mettre dans une poubelle, là, ça partait pour l'enfouissement. Là, au final, on vient récupérer ce qui est encore en bon état. Donc, il y a tout un accompagnement des détaillants alimentaires aussi pour que les employés fassent la job de bien trier en amont. Et donc là, sur 12 kilos de produits ramassés, il y en a 8 qui vont dans un organisme communautaire. Donc, c'est quand même pas rien. C'est 2 tiers qui partent directement pour des organismes du quartier pour nourrir les gens dans le besoin. Donc, il y en a 4 qui restent pour être transformés et 8 qui partent pour les organismes communautaires. Ok, c'est cool. Fait que ça, c'est de l'économie circulaire, là, tu sais, c'est nommé comme ça, avec, entre autres, la transformerie puis Loop, qui sont comme les deux que moi je connais. Je sais pas à quel point il y en a des entreprises, mais j'ai l'impression que d'ici une couple d'années, il va y avoir de plus en plus ces entreprises-là, que dans tous les cycles de transformation ou de livraison, tu sais, il doit y avoir des pertes à chaque moment. Fait que, à la production aussi d'ailleurs. Ouais. Puis est-ce que dans ce projet-là, tout est encore dans le CA? Je suis encore dans le CA, ouais. Ok, fait que là vous êtes encore à vous demander c'est quoi l'orientation, ou est-ce que vous focussez sur ces produits que vous avez présentement, puis
puis vous espérez croître un peu tranquillement par rapport à ça? Ou... Ça va au-delà des pôles RSCP qui sont les partenaires. En ce moment, il y a comme tout un volet aussi déjà de quasiment de lobbying, de politique. Guillaume, qui est le directeur de l'organisation, fait énormément de travail, que ce soit avec des chercheurs pour définir le gaspillage alimentaire, pour le recenser. Il y a très peu de données sur le secteur. Finalement, on ne sait pas ce qui est perdu, on ne sait pas le qualifier. Mais où la transformerie fait des mesures très précises en poids, en volume, en quantité. Donc on a de la donnée qui intéresse énormément les chercheurs. Ouais. Il y a des interactions aussi avec les politiques, faire bouger les lois pour ça, donc que ce soit au niveau municipal ou même national. Il y a quand même des discussions qui sont engagées à plusieurs niveaux pour pouvoir faire évoluer. Il y a des exemples intéressants en Belgique et en France de lois qui ont été mises en place pour interdire de jeter. Donc ça pourrait aussi avoir un effet. Donc la transformation se voit beaucoup plus loin que les pôles RSCP, qui est un projet, qui est un peu de propre drapeau finalement, qui fait qu'il y a une forme de notoriété et de revenus, mais l'idée de légitimité en fait surtout, qui fait qu'aujourd'hui on est prêt aussi à aller plus loin, que ce soit dans l'accompagnement des commerçants, dans réduire à la source. Parce que si tu regardes bien, en fait, ce qui prend à 100% la logique de la transformerie qu'un OSBL, sa logique c'est de pouvoir éradiquer le gaspillage alimentaire. Ça veut dire qu'à la fin, l'organisation ne doit plus exister. Donc ça, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. C'est finalement, si on résout le problème social, si on résout le gaspillage, ben on n'existe plus. Ouais. Donc dans ce sens-là, c'est sûr qu'en même temps, tu sais, c'est comme la logique d'enlever le gaspillage au complet, ça doit être quand même une utopie, là, tu sais, quasiment. Là. C'est comme nous dire, on va rendre tous les services accessibles. S'ils sont tous accessibles, on n'a plus besoin d'exister. Exact. Avant qu'on n'existe plus, il y a du chemin à faire. Il y a de la job. Il y a vraiment de la job. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir aller au-delà du pot on veut pas, quasiment si on travaille bien avec un commerce, on peut voir le résultat au niveau du commerce. Finalement, le gaspillage, on veut pas légitimer plus de gaspillage, donc on veut avoir du feedback pour le commerce de façon à ce qu'ils sachent d'où vient ce problème de gaspillage. On veut pas juste dire donne-nous tes bananes, on va les transformer. On veut dire regarde, là, tu nous donnes tes bananes, mais on veut que dans quelques années, tu n'aies plus de bananes à jeter. Suffisamment d'intelligence d'affaires pour savoir, et puis encore une fois, il y a toujours des incertitudes, des saisons, des pandémies maintenant, qui font que tu ne sais jamais ce qu'il faut exactement commander, et puis ça fait partie de ta game de devoir commander plus, d'avoir des pertes, et puis c'est dans tes ratios quasiment, mais on veut fournir cette intelligence pour, au niveau du commerce, pouvoir réduire le gaspillage. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tu sais, que mettons, t'es pas entrepreneur, là, pis t'as pas été dans ce milieu-là, quand tu dis, hey, j'ai envie de partir un projet, on dirait que souvent, tu vas avoir une logique de produit, tu sais, tu vas avoir une logique de genre, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux vendre, tu sais. Mais là, dans ce projet-là, ce que j'entends, c'est que, en plus de dire, on va faire des produits, des escapés, des petites tartinades, mais la logique de cette entreprise-là, elle dépasse beaucoup le produit, puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à faire pour faire vivre l'entreprise dans du conseil ou dans de la logistique ou dans l'accompagnement, tu sais. Puis je pense que ça, j'ai l'impression, en tout cas, de l'extérieur, que c'est vraiment une de tes forces parce que, tu sais, souvent tu fais des trucs qui sont difficiles à expliquer. Genre, j'ai l'impression, tu sais, tu vas te dire, ouais, tu peux pas dire, je fais des ponts, oui, mais tu sais, comme tu fais tellement plus, j'imagine, au quotidien, puis c'est difficile de dire à quelqu'un qu'est-ce que tu fais, mais ça j'imagine ses avantages et ses inconvénients, mais en même temps, tu sais, ça prouve que il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat, puis on peut changer le monde de différentes façons, puis on peut rentrer dans les écosystèmes, tu sais, j'imagine que toi, t'es tellement en connaissance de cause par rapport à qu'est-ce qui se fait au niveau alimentaire, que t'es dans l'écosystème, puis t'es en train de mettre tes racines un petit peu, puis de jouer tes cartes, là. Le paysage est large, effectivement, et puis il y a tellement d'initiatives qui sont inspirantes en ce moment que, effectivement, avant d'entreprendre, il faudrait faire déjà un tour de ce qui existe et puis ce qui est en train de se créer encore. C'est toutes les semaines, puis juste à mon niveau ça fait quand même plus de 5 ans maintenant que je travaille à connecter des agriculteurs à des restaurants, mais tous les jours encore, je découvre des agriculteurs à des restaurants. Donc c'est infini, et puis chacun avec ses spécificités, et puis c'est la même chose au niveau des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs alimentaires. Il y a tellement ça bouillonne en ce moment-là. Puis je pense que le Covid est l'accélérateur de tout ça. C'est clair, ça bouge.
Puis êtes-vous juste à Montréal ou tu sais parce que dans le fond là avec le COVID j'avais vu que tu sais vous aviez fait comme un truc alternatif par rapport à votre entreprise. Là, on parle d'arrivage. Ouais, d'arrivage, Ouais. c'est ça, exact. C'est que vous vendiez des produits des producteurs à travers les restaurants qui étaient fermés. Ça fait que les clients Qui étaient ouverts. Les restaurants qui étaient ouverts, finalement. Okay. C'était de se dire, OK, comment est-ce qu'aujourd'hui, dans une époque où les restaurants sont fermés, donc ça c'était il y a quelques mois en arrière, comment est-ce qu'on peut apporter une aide aux agriculteurs de notre réseau qui, plus que jamais, ont besoin de vendre. Et finalement, c'était de se dire que ces restaurants-là avec qui nous ont travaillé pouvaient devenir des points de chute. Ouais, pour ces agriculteurs. Donc on a créé une petite plateforme pour permettre aux producteurs de proposer des boîtes de leurs produits qui étaient livrées dans les restaurants, un peu partout là, dans Montréal. Ça, est-ce que ça continue? Est-ce que ça va continuer? Ou... Ça, on a arrêté. On a arrêté vendredi, en fait, très précisément. Donc, le 14 août, on a arrêté ça parce que on l'a fait pendant les quelques mois du Covid. Là, on est rentré dans un ralentissement avec les vacances. Ouais. Ça a bien marché pour certains producteurs, moins pour d'autres. On a vraiment appris beaucoup de choses sur ce chemin-là. Mais notre priorité, là, maintenant qu'on va sortir notre première version de la plateforme transactionnelle, c'est vraiment de se concentrer sur le B2B. Ouais, B2B, entreprise vers entreprise. Exactement. Ah, c'est super intéressant tout ça, puis vraiment inspirant, tu sais. Puis, mettons, moi j'aimerais ça savoir c'est quoi tes messages, c'est quoi ta mission, tu sais, autre que celle de l'entreprise, tu sais, c'est quoi qui, tu sais, des fois on choisit une, tu sais, comme toi t'as choisi Arrivage, la transformerie, t'as choisi ceux-là, mais le plus deep, là, tu sais, c'est quoi les sujets qui te passionnent puis qui sont peut-être pas nécessairement directement alignés, ou peut-être qu'ils sont, je sais pas. Là, mais tout est lié quand tu parles de l'alimentation, mais c'est tellement large que ça me révolte là, de regarder des documentaires parce que après ça là, j'ai une envie d'agir et puis pourtant j'ai plus beaucoup de temps pour le faire là, de plus de ce que je fais au quotidien. Mais tu sais, hier j'ai regardé un documentaire sur le pétrole au Niger et puis ça me rend fou. C'est notre pétrole qu'on met dans nos autos ici, peut-être pas ici mais plus peu importe où on le met. C'est le même marché international. Aujourd'hui c'est responsable de catastrophes de marée noire qui font une fois l'Exxon Valdez par an au Niger. Okay. Un Exxon Valdez par an au Niger. C'est quoi, une montagne, genre? Exxon Valdez, c'est la grosse marée noire qu'il y a eu en Alaska dans les années 90. Un bateau de Shell qui s'est échoué en Alaska, qui était prévu. Il y a beaucoup de gens en parlaient. Les installations étaient tellement vétustes que c'était prévisible. Et ça a donné la plus grande marée noire de toute l'histoire, qui a été suivie par le Golfe du Mexique avec la plateforme de BP. Mais finalement, la plus grande marée noire de l'histoire, qui est probablement la plus médiatisée aussi, puisque c'est une des premières à l'âge de la communication de masse, se reproduit une fois par an au Niger. Et ça, c'est juste à un endroit. On va parler des pays d'Asie centrale, on va pas parler des pipelines qui traversent le Canada. Le pétrole, là, c'est irréversible. Une fois qu'on a pollué nos océans, on parle la semaine dernière encore à l'île Maurice, une marée noire à l'île Maurice, on détruit de façon irréversible nos écosystèmes, notre environnement, nos fonds marins. Quand tu regardes un autre sujet, un autre documentaire que j'ai regardé la semaine dernière, comment est-ce qu'aujourd'hui les compagnies minières canadiennes d'ailleurs vont chercher à extraire les sous-sols sous les océans, c'est encore plus révoltant. J'ai du mal à concevoir comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde-là en fait. Puis là on parle d'aller creuser les sous-sols de nos océans. Et ça veut dire quoi en termes d'impact environnemental? Parce que déjà on le fait sur Terre et c'est catastrophique, mais ça veut dire quoi en termes de quand tu as des courants marins et quand tu peux faire sortir toutes sortes de ressources du sol qui vont avoir un effet énorme sur l'équilibre, déjà l'équilibre de l'eau. C'est des choses qui me rendent fou là. Puis on parle pas du nucléaire, on parle pas des OGM, des pesticides. Fait que c'est mieux que t'écoutes pas trop de documentaires, en fond. Ouais, à chaque fois que je regarde un documentaire, puis on peut parler de surpêche, on peut parler de plein de choses, mais c'est... Mais tu sais, c'est drôle parce qu'à chaque épisode, je le réécoute quand des fois je fais un peu de montage, tout ça. Puis là, il faut que je trouve un titre, tu sais, puis qui résume un peu l'épisode, puis j'ai l'impression que ça va aller vers quelque chose, vers se révolter dans l'action ou pacifiquement, genre, tu sais, c'est un peu une réaction, tu sais, toi, ton désir d'entreprendre, c'est ça?
Oui, c'est l'injustice moi, qui me pousse à agir. Et puis, en fait, j'aimerais me dupliquer pour pouvoir agir dans tous les domaines. Il y avait Stéphane Hessel qui est mort il y a quelques années, un philosophe, un monsieur qui avait été résistant, un Français, un philosophe, qui avait écrit un livre qui s'appelait Indignez-vous. À la veille de sa mort, qui a écrit ça et qui a dit ok, il serait peut-être temps d'arrêter d'accepter les injustices et les problématiques sur lesquelles on pense que ça va se régler ou que quelqu'un d'autre va venir les régler. Non, c'est pas le cas. C'est à nous tous en tant que citoyens. On habite cette planète, elle est de plus en plus irrespirable, l'eau qu'on boit est de plus en plus polluée, les sols sont de plus en plus épuisés. Qu'est-ce qui va nous rester à la fin là, si en plus on s'attaque à nos océans? C'est toujours l'argent qui domine tout, partout, et puis c'est un peu une vision idéaliste, hippie ou grado, je sais pas comment tu peux parler de ça là. Puis la question de l'argent est toujours. Je te parle d'investisseurs qu'on doit aller chercher aujourd'hui. On a envie de se dire qu'on va aller chercher des anges là, est-ce qu'on rationalise de façon inconsidérée, mais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humanité là? L'argent, oublions-le là. Puis ça fait 4 ans que je ne me paye pas, ça fait 4 ans que je fais ce que je fais, et puis je suis créatif suffisamment et je viens pas de famille riche ou de milieux sociaux ultra favorisés, même s'il est pas plein. Mais oublions l'argent, qu'est-ce qui nous fait vibrer en tant qu'humain, et puis qu'est-ce qui fait qu'on évite la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, qu'est-ce qui fait qu'on se sent utile, et puis ce que j'ai entendu plusieurs fois ces dernières semaines d'ailleurs, c'est sur ton lit de mort, qu'est-ce qui reste là? Ce sera pas l'argent, ce sera pas ce que tu as gagné comme salaire, ce sera pas. Puis je pense que beaucoup de gens le réalisent en ce moment là, c'est beaucoup de gens qui se. Et puis d'ailleurs, c'est drôle parce que depuis le début du Covid, on reçoit énormément de candidatures spontanées. Qui veulent changer de carrière, qui veulent se reposer des questions, qui veulent être utiles, ou même des gens qui veulent nous aider de façon bénévole. Mais qu'est-ce qui va nous rester à la fin si on n'a plus de quoi respirer, de quoi manger là? J'imagine que plus ça va aller, plus que vous allez en avoir des candidatures comme ça, parce que les gens ils ont soif de sens, puis quand on trouve des gens qui ont trouvé leur sens, on veut s'y coller puis le faire. Et on a besoin de plus de gens qui se donnent qui se donnent la mission et qui passent à l'action. Et puis en fait, on parle de grands relais, mais par défaut, on a toujours l'impression qu'ils sont inaccessibles. Mais puis spontanément, je t'ai nommé le pétrole parce que c'est le documentaire que j'ai regardé hier soir. Mais en ici, tu vois dans la rue des injustices, tu vois des itinérants dans la rue, tu vois des vélos de gens qui sont morts sur la route en venant au travail un matin. Tu vois, il y a quand même tout un tas de choses qui sont injustes dans notre quotidien. Et puis, ça peut commencer par là, de la même façon que la transformerie, finalement, c'était un problème ultra local, sans aller jouer contre les compagnies pétrolières internationales. C'est le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui touche nos quartiers, notre environnement direct. L'itinérance, c'est la même chose. L'insécurité routière, il y a quand même des combats politiques au niveau très local à gagner là. Ça peut commencer par s'engager de façon bénévole dans un organisme et puis peut-être finir par créer un autre organisme ou faire des vagues comme ça. Bon, en finissant ton message, c'est révoltez-vous, indignez-vous, attaquez-vous aux injustices. Action, passez à l'action. Exact, parfait. Moi je te comprends puis je t'appuie là-dedans parce que. Oui, tu es dedans. Je le vis, puis j'y crois aussi qu'à mon lit de mort, je regardais ça et je disais, j'ai fait du mieux que je pouvais, puis j'ai mis ma petite goutte dans l'océan, puis c'est ça qu'il faut. Là. Exactement, et puis essayer de multiplier les petites gouttes. Exact. Thibaut, merci beaucoup, c'était un grand honneur de te recevoir, de jaser avec toi, un homme passionnant, puis avec beaucoup de connaissances, puis d'informations à livrer, fait que je te souhaite le meilleur des chances pour trouver ton ange, puis après ça, pour continuer de répondre à cette mission-là que tu te donnes. On va le faire ensemble. Yeah, on se donne des clins d'œil une fois de temps en temps. On va se toucher. Right. Merci à toi en tout cas. Yes. Coupé. C'est bizarre de retrouver le son normal de la vie. C'est ça. Ça, c'est Bon, satisfait? Oui, totalement. Okay. Bon, satisfait. Oui, c'est naturel, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ça allait couler, ouais, c'est nice. Ouais. Je suis un peu malaise qu'on parle que de moi et moins de toi, mais. Moi, je le fais à tous les 3-4 épisodes avec Mickaël. On a appelé ça les résidents. On est dans le fond mon associé puis on fait des épisodes ensemble. Vous avez on est allé deep dans moi là, fait que c'est quand que